le journal. Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition Jeunes du Mali, ensemble pour le Mali courant. Thème du 53e pèlerinage catholique des chrétiens catholiques. Oui, ça se passe à Kita, où ce matin, la grande messe a été dite au sanctuaire marial. Nous serons en direct avec Isaac Tienou, notre envoyé spécial dès le début de ce journal, mais aussi et surtout avec l'invité de ce 13h dimanche, le président de la conférence épiscopale du Mali, Monseigneur Jonas Dambélé. Dans ce journal, nous serons également en direct avec Dr Ishaka Moumine Kone, le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Nous parlerons avec lui de la situation de la maladie au Mali en ce 1er décembre, journée célébrée donc journée mondiale de lutte contre le sida. L'actualité sur la scène internationale, d'abord sur le continent, le Sénégal qui commémore le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye ce 1er dimanche. Eh bien, des mesures phares ont été annoncées tout à l'heure par le président sénégalais. On en saura davantage dans cette édition. Et puis nous irons à Riyad qui s'apprête à accueillir ce lundi la COP16 sur la désertification, un rendez-vous mondial majeur pour relever le défi de la dégradation des terres et de la sécheresse. Agibou Koulibaly est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Et puis, le président américain Joe Biden effectuera cette semaine une visite très attendue en Afrique. Pourquoi? Mohamed Sangaré sera là pour nous en dire plus. Et puis, l'actualité des sports, ce sera avec vous. Famoulou Diourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? L'actualité sportive de ce 13h dimanche est dominée par le football. Démarré hier samedi, la deuxième journée du championnat professionnel de Ligue 1 du Mali se poursuivra cet après-midi. Et sur le continent, les 12 sélections qualifiées pour la prochaine CAN de moins de 20 ans sont connues. Les Aigles dames de football du Mali participent à un mini-tournoi de préparation au Maroc. Et le Real Madrid félicite le FC Barcelone pour ses 125 ans d'existence. On terminera par la CAN féminine 2024 de handball. Rendez-vous en fin de journal pour suivre toute l'actualité des sports. 13h dimanche, priorité au direct. Tout de suite, le journal. Les chrétiens catholiques à Kita, oui, pour le 53e pèlerinage au pied de Notre-Dame du Mali. Eh bien, les fidèles se retrouvent cette année autour du thème Jeunes du Mali, ensemble pour le Mali Koura. L'animation est assurée cette année par la chorale diocésaine de Caille. Ce matin, la grande messe a été dite au sanctuaire marial. On en parle avec notre envoyé spécial à Kita, Isaac Tienou. En direct avec nous, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, que peut-on retenir de la messe de ce matin? Alors, il faut préciser quand même que cette messe est présidée par le Monseigneur Jonas Dambélé, évêque de Caille, non moins président de la conférence épiscopale du Mali. Il est prêt donc à prier le Seigneur pour le renouvellement d'un cœur en faveur du Mali nouveau. Il donc a invité les Maliens à des sessions de prière qui corroborent avec le thème de ce pèlerinage. Dans son homélie, Monseigneur Jonas Dambélé a surtout invité les jeunes à plus d'engagement pour le Mali courant. Il a aussi demandé à la jeunesse d'éviter la facilité, entre autres, et autrement dit, d'éviter les guerres faciles. De manière générale, l'Église met la jeunesse en mission, une mission qui est de porter les flambeaux du Mali en paix. Une jeunesse donc qui devra prendre toute sa place dans la réconciliation et la reconstruction du Mali, et que cette jeunesse comprenne qu'elle ne peut avoir mieux que ce beau pays, notre héritage commun, le Mali. Le ministre des Affaires religieuses et du culte qui était donc à cette cérémonie est également venu témoigner de ce que l'Église est aux yeux de l'État. Il a exhorté les chrétiens à plus de courage dans les prières pour le Mali et continuer à jouer son rôle de cultivateur de paix. Eh bien, la célébration eucharistique qui témoigne de la communion des chrétiens avec le Seigneur a été aussi un temps fort de cette célébration. Merci beaucoup. Isaac Tienou, pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que ce sont des centaines et des centaines de fidèles, de fidèles chrétiens catholiques qui sont à Kita donc pour ce 53e pèlerinage. Et nous tentons donc de rester, nous allons rester à Kita pour nous entretenir cette fois-ci, vous l'avez dit, avec l'invité de ce 13h dimanche. Nous avons en ligne Monseigneur Jonas Dambélé, il est le président de la conférence épiscopale du Mali. Nous allons tout à l'heure
entrer en direct avec lui pour essayer de parler d'abord de ce thème, oui, le thème de ce pèlerinage, de ce 53e pèlerinage chrétien à Kita, thème qui est Jeunes du Mali, ensemble pour le Mali courant. Isaac Tienou l'a dit et tout à l'heure, l'Église qui met en mission la jeunesse malienne, oui, face aux multiples défis. Oui, aux multiples défis que traverse en ce moment donc notre pays et le gouvernement également, aux côtés de l'Église à travers le ministre en charge des Affaires religieuses qui n'a pas manqué ce matin donc de prodiguer des conseils, de lancer un vibrant message, un vibrant appel à la jeunesse du Mali pour se mobiliser davantage pour faire face donc aux multiples défis auxquels le pays fait face en ce moment précis. Alors, de l'autre côté, on nous signale que le ministre ou le président de la conférence épiscopale du Mali n'est pas encore en ligne. Le temps de vous rappeler simplement que nous célébrons aujourd'hui, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Au Mali, tout un mois est dédié à la lutte contre ce fléau. Cette année, les activités seront lancées à Ségou, d'où nous allons entrer également en direct dans cette édition avec le secrétaire exécutif du Haut Conseil exécutif, Haut Conseil national, du secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, Dr Ishaka Moumine Kone, qui sera en ligne avec nous. Alors, le temps de passer à l'actualité internationale d'un moment à l'autre. Et l'on me signale qu'Akita, le président de la conférence épiscopale du Mali, est en direct. Monseigneur Jonas Adambélé, bonjour. L'actualité internationale dans quelques instants. Riyad s'apprête à accueillir ce lundi la COP16 sur la désertification, un rendez-vous mondial majeur pour relever le défi de la dégradation des terres et de la sécheresse. À quelques heures de son ouverture, les attentes sont grandes. Et quels sont les enjeux de cette rencontre internationale? Voyons le point avec nos envoyés spéciaux à Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Kone. La COP16 réunira les 197 parties signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ce sommet marque une étape importante coïncidant avec le 30e anniversaire de cette convention. Le Royaume d'Arabie Saoudite, hôte de l'événement, entend mobiliser la communauté internationale autour de solutions concrètes pour restaurer les terres dégradées et renforcer la résilience face aux sécheresses croissantes. Lors de la signature de l'accord en janvier 2024, le ministre saoudien de l'Environnement, Abdrahman Al-Fadley, avait annoncé des initiatives phares comme l'initiative verte saoudienne, témoignant de l'ambition du pays. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 40% des terres mondiales sont déjà dégradées, menaçant directement la moitié de la population mondiale et les écosystèmes. Avec une augmentation de 29% des sécheresses depuis 2000, il devient urgent d'agir. Le Mali sera présent à travers une délégation conduite par la nouvelle ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, avec une innovation notable cette année, la participation de jeunes négociateurs maliens. Ces derniers, aux côtés d'experts nationaux, animeront des panels pour mettre en avant les efforts du Mali en matière de gestion durable des terres. Alors que le compte à rebours est lancé, Riyad deviendra ce lundi 2 décembre 2024 le centre des décisions internationales sur la désertification, un enjeu vital pour l'avenir de la planète. Les regards sont désormais tournés vers cette conférence qui doit passer des promesses aux actions concrètes. Riyad, Agibou Koulibaly, Abou Kone pour l'ORTM. Et nous parlerons tout à l'heure du Sénégal avec la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye ce dimanche 1er décembre. Le temps de passer à cette actualité avec le président américain Joe Biden qui effectuera cette semaine une visite très attendue en Afrique afin de présenter un projet de chemin de fer soutenu par les États-Unis et traversant 3 pays. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Et bonjour Ibrahim Traoré. Alors expliquez-nous quel est l'objectif de ce déplacement du président américain Joe Biden sur le continent.
Oui, le voyage de 3 jours de Joe Biden en Angola, prévu pour commencer lundi, a pour objectif principal de promouvoir le développement du corridor de Lobito qui relie la Zambie, le Congo et l'Angola. Ce corridor est perçu comme une initiative stratégique visant à renforcer les liens économiques entre ces pays et à offrir aux États-Unis une meilleure position pour contrer l'influence grandissante de la Chine sur les ressources minérales essentielles de l'Afrique. Ce voyage de Biden s'inscrit également dans le cadre de sa promesse de réengagement envers l'Afrique après la relance du sommet États-Unis-Afrique qui n'avait pas eu lieu depuis près d'une décennie en décembre 2022. Bien que cette visite soit significative, elle intervient en un moment critique juste avant la fin de son mandat, ce qui soulève des questions quant à la pérennité du projet Lobito sous une administration future, possiblement celle de Donald Trump. Des analystes suggèrent que cette initiative pourrait s'aligner avec les priorités de Trump qui vise lui aussi à contrer l'expansion de l'influence chinoise en Afrique. En effet, d'un point de vue américain et européen, l'accès aux minéraux nécessaires pour favoriser une transition vers des économies plus écologiques est devenu un enjeu crucial. Sans cet accès, les États-Unis et l'Europe risquent de se retrouver et à la traîne de la révolution verte à l'échelle mondiale. Le corridor de Lobito est donc plus qu'un simple projet d'infrastructure. Il représente une porte d'entrée stratégique vers les minéraux essentiels du Congo et de la Zambie qui sont essentiels pour soutenir la transition énergétique des États-Unis et de leurs alliés. Ibrahim. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. Nous voyons le reste de l'actualité internationale en plus bref avec vous, Ousmane Adaou. Bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Commémoration du massacre du Tcharoy. Nous sommes au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye annonce des mesures phares. Oui, tout d'abord, premièrement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye va initier le 1er décembre un mémorial en l'honneur des tirailleurs qui sera érigé à Tcharoy pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont il était originaire ainsi qu'au grand public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique de ces soldats pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Tcharoy sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée des tirailleurs est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Tcharoy. Rappelons Ibrahim Traoré, il y a 80 ans, l'armée française ouvrait le feu sur ses propres hommes qui réclamaient juste leur dû et appelaient à l'époque tirailleurs qui étaient regroupés dans le camp de Tcharoy au Sénégal. Il y avait des soldats maliens, guinéens, sénégalais entre autres. Cette commémoration s'est déroulée ce matin en présence d'une forte délégation malienne, des présidents mauritaniens, gambiens et bissau-guinéens. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo a été investie par son parti Mouvement des Générations Capables, candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'était hier dans son village natal, dans la commune de Grand Bassam. Simone Gbagbo a été désignée, vous l'avez dit, par le parti Génération Capable MGC comme candidate à la prochaine présidentielle. L'ex-épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a présenté la réconciliation nationale à travers une amnistie, la souveraineté alimentaire, l'industrialisation ou encore l'instauration de services militaires et civiques obligatoires parmi ses priorités une fois qu'elle serait élue. Pour la première fois, Simone Gbagbo avait à ses côtés le vice-président du PDCI RDA et le président du COJEP, Charles Blekoudi. En République démocratique du Congo, l'opposition monte au créneau contre le projet de changement de la Constitution. Une semaine après la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi à Lumumbashi, fief des opposants Moïse Katumbi, le président du tout-puissant Mazé Englebert, et Joseph Kabila, l'ancien président, concernant le changement de la Constitution, hier les partis politiques de l'opposition sont montés au créneau
toujours à Lubumbashi. Ces formations sont Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le LDG de Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, les idées de Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle, et le fils de Seth Kikoumi, qui sont désormais réunis au sein de la nouvelle plateforme appelée Front Social, qui s'oppose fermement à toute modification de la Constitution. Avec ce slogan, Ibrahima Traoré, à l'unisson, disons haut et fort, pas de changement de la Constitution, pas de présidence à vie en RDC. En Namibie, l'opposition demande l'annulation pure et simple des élections générales de mercredi dernier. Padoulemi Itula, le principal candidat de l'opposition, a déclaré hier que son parti ne reconnaîtrait pas les résultats d'une élection prolongée de manière controversée et marquée par des allégations de fraude. Il dénonce le retard dans la fermeture des bureaux de vote qui allait jusqu'au jeudi matin, bien au-delà de la fermeture officielle des bureaux qui était fixée au mercredi soir à 19h temps universel, alors que les premiers résultats provisoires du scrutin placent déjà la candidate du parti historique, la South-West African People Organization, la SWAPO, Netumbo Nandi Daitwa, en tête avec 48% des voix, suivi de Padoulemi Itula, crédité de 29% des voix après le dépouillement de 79 des 121 circonscriptions. Aux États-Unis, le président réélu Donald Trump conditionne l'aide militaire de son pays à l'Ukraine à l'ouverture de pourparlers avec la Russie. À un peu moins de 2 mois de son investiture à la Maison-Blanche, on connaît un peu plus les intentions du futur président des États-Unis sur le dossier ukrainien. Donald Trump a d'abord nommé un général 3 étoiles à la retraite, Kay Kellogg, comme envoyé spécial pour l'Ukraine et la Russie. Et cet ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président Mike Pence est chargé de faire le pont entre la Russie et l'Ukraine avec comme principale condition du président Donald Trump négocier avec la Russie pour l'Ukraine. Au Liban, la trêve, de plus en plus fragilisée par la multiplication des violations israéliennes dans le sud. Preuve de cette fragilité, Ibrahima, 3 personnes ont été tuées hier dans un raid israélien dans un village du sud du Liban où la trêve fragile entre le Liban et Israël est entrée dans son 5e jour. L'armée israélienne a interdit aux habitants d'une soixantaine de localités de retourner chez eux et n'hésite pas à ouvrir le feu en direction des contrevenants. La multiplication des incidents fragilise un cessez-le-feu déjà précaire et fait craindre un effondrement de la trêve. Merci beaucoup Ousmane Dao pour toutes ces informations à l'international. Retour à l'actualité nationale dans quelques instants. Ce 1er décembre est célébré la journée mondiale de lutte contre le sida au Mali. Tout un mois est dédié à la lutte contre ce fléau. Cette année, les activités seront lancées à Ségou, d'où nous avons en ligne Dr Ishaka Moumine Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Monsieur Kone, Dr Kone, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, dites-nous pourquoi le choix de Ségou cette année pour lancer les activités de lutte contre le sida au Mali. D'abord, le choix de Ségou est en lien avec le thème de l'année, qui est réellement de prendre le chemin des droits. Et nous avons constaté depuis 20 ans que toutes les célébrations se faisaient à Bamako. Donc, nous avions jugé nécessaire de nous approcher encore des personnes vivant avec le VIH, d'approcher les plus hautes autorités des personnes vivant avec le VIH à l'intérieur du pays, afin que nous célébrons aussi avec ces personnes le 1er décembre, à l'instar de la communauté internationale. Donc, secondo, c'est que Ségou aussi fait partie des 3 régions prioritaires réellement en matière de lutte contre le VIH, vu le taux de prévalence élevé parmi les 3 régions prioritaires. Très bien, nous allons parler de taux de prévalence dans un instant, mais le temps simplement pour vous de nous rappeler le thème de l'édition 2024, sous quel signe célébrez-vous cette année la journée mondiale de lutte contre le sida au Mali? Et nous célébrons cette journée sous le signe de l'espoir. Malgré qu'il y ait de l'espoir, il est important quand même d'accélérer quand même les activités, afin que nous puissions être au rendez-vous de 2030, qui est de l'élimination du virus comme problème de santé publique au Mali. Et quel est le thème 2024 ? Oui. Et quel est le thème de l'édition 2024 cette année ? Le thème de l'édition 2024, c'est de prendre le chemin des droits. Prendre le chemin des droits, ça voudrait dire réellement de tout mettre en œuvre pour que les personnes vivant avec le VIH puissent obtenir tout ce qu'il y a comme droit. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit au logement, droit à la nourriture, etc., etc. Donc, c'est tous ces droits réunis réellement qui nous permettront d'éliminer le VIH comme problème de santé publique. Et quelle est la situation de la maladie au Mali ?
la situation, elle est, la situation, elle est bonne. La tendance est très bonne, elle est bonne, elle est à la baisse. Parce que, comme je le disais, depuis 20 ans, on était à 1,7. Donc, il y a 20 ans de cela, nous avons pu gagner 0,8 de baisse. Donc, nous sommes actuellement à 0,9% de prévalence. D'accord. Et de façon générale, qu'en est-il de la prise en charge des patients à travers le pays? La prise en charge, on peut dire qu'il y a eu assez d'avancées parce que il y a 20 ans de cela, pour pouvoir accéder aux médicaments, c'était vraiment difficile. Actuellement, les médicaments existent sur toute l'étendue du territoire et les médicaments sont à 0 francs. Et en dehors des médicaments, le suivi biologique aussi est à 0 francs. Pour le médicament contre les infections opportunistes aussi, ces médicaments sont disponibles sur toute l'étendue du territoire. Donc on peut dire que la prise en charge vraiment elle est totale et elle est gratuite au Mali. Et de façon globale aujourd'hui, dans ce combat contre le VIH-Sida au Mali, pour vous, quel est le défi actuellement? Le défi, c'est le défi d'abord d'atteindre les 3,95 d'ici 2030. D'accord. Qui est les 3,95 d'ici 2030, c'est-à-dire le premier 95 de retrouver 95% des personnes séropositives et mettre 95% de ces personnes séropositives sous traitement et avoir 95% des personnes sous traitement et une charge indétectable à l'évaluation biologique. Donc, ça, c'est le défi majeur de pouvoir réellement répondre pour pouvoir atteindre ces 3,95 d'ici 2030. Maintenant, l'autre défi aussi qu'il faut réellement qu'on s'attelle dessus, c'est le défi de la transmission mère-enfant. Ça, il y a beaucoup de pays qui ont pu éliminer cette transmission mère-enfant. Donc, nous, ici au pays, nous sommes engagés réellement à pouvoir répondre aussi à ce défi, afin que chaque moment, que tu sois séropositif ou que tu ne sois pas séropositif, puisse donner quand même un enfant sain, afin que réellement le développement puisse être à la clé. Et quelles sont les activités prévues dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida au Mali? Nous savons que c'est tout un mois qui est dédié donc à la lutte contre ce fléau, n'est-ce pas? Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, le lancement, la célébration d'abord sera faite à Ségou et en même temps le lancement des activités de tout le mois de décembre aussi sera fait à Ségou demain le 2, lundi 2 décembre. D'accord. Donc, après le lancement, il y a tout le bois a été divisé en 4 semaines. D'accord. Donc, la première semaine sera dédiée aux régionaux. Donc, nous allons faire toute la semaine dans la région de Ségou, où il y aura assez d'activités. Il y a des conférences, des courses de pirogues, des matchs de foot, etc., qui sont prévus. Et même un concert géant a prévu à Ségou. On fera toute une semaine pleine en communication et en sensibilisation et en même temps en dépistage dans toute la région de Ségou. Donc, la deuxième semaine est surtout parrainée par Madame le ministre de la Santé. Donc, elle a comme thème la prévention de la transmission mère-enfant. Donc, la troisième semaine, elle est dédiée aux forces de défense et de sécurité, qui est co-parrainée par les deux ministres. Donc, où les forces de défense et de sécurité aussi vont dérouler assez d'activités afin que réellement on puisse aussi, à leur niveau, apporter une valeur ajoutée à la lutte contre le VIH. Alors, la quatrième semaine sera dédiée aux structures associatives et aux ONG. Donc, elle sera co-parrainée par Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, mais aussi par le président du Conseil économique, social et culturel. Là aussi, il y a assez d'activités de sensibilisation, de dépistage, des conférences aussi qui sont prévues durant cette semaine-là. Un appel particulier à lancer en ce moment précis aux Maliens? D'abord, permettez-moi de remercier les plus hautes autorités pour tous les efforts consentis par rapport à la lutte contre le VIH. En l'occurrence, le chef de l'État, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, qui est le président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH. Donc, j'appelle tous les Maliens à prendre une prise de conscience de l'existence de cette maladie comme problème de santé réel au Mali. Et j'appelle aussi, je lance un appel à la population de
de Ségou de sortir massivement afin que nous puissions faire une belle célébration durant quand même toute une semaine pleine à Ségou. Je remercierai aussi le gouverneur de Ségou et l'ensemble des populations de Ségou, les notabilités de Ségou, qui ont bien quand même accepté, ils ont bien voulu accepter que ces événements se passent dans leur région. Et ils sont en train de se donner corps et âme pour la réussite. Donc, en dehors de ça, mes remerciements vont à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Docteur Ishaka Moumine Kone, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup, Ibrahim. L'actualité des sports dans quelques instants. Le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors en football, la deuxième journée de la Ligue 1 professionnelle se poursuit cet après-midi. Quelles sont les rencontres du jour? Au stade Omnisport, Salifou Keita de Kati, l'US Bougouba reçoit l'association sportive de Korofina à 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, l'US Bougouni joue contre l'AS Bakarijan de Baraouli. Ces deux rencontres sont à suivre en direct sur la radio nationale du Mali à partir de 16h. Après le match Bougouni-Bakarijan à 18h, le FC Diara affronte Binga FC, toujours au stade Mamadou Konaté. La deuxième journée prend fin mardi 3 décembre avec le match entre Étoile du Mandé et Djoluba AC. Ce sera au stade Mamadou Konaté à 16h. Le match Stade Malien de Bamako à Esral de Bamako est reporté en raison du déplacement du Stade Malien en Angola pour son deuxième match de la Coupe CAF, son deuxième match de poule. En ouverture de la deuxième journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali, ce samedi, 11 créateurs et l'AS Police se sont neutralisés 0-0. C'est ce même score nul vierge qui a sanctionné la rencontre entre l'USFAS et Afrique Football Elite. Les qualifications pour la CAN masculine des moins de 20 ans en 2025 ont livré leur verdict. Les nations qui représenteront leur zone lors de la phase finale sont connues, n'est-ce pas? Suite à la victoire 4-0 de l'Égypte sur la Libye ce samedi, on connaît désormais les 12 nations qualifiées pour la phase finale de la CAN de moins de 20 ans en 2025. Dans la zone Afrique de l'Ouest, on a le Sénégal, la Sierra Leone, le Ghana et le Nigeria. La Tanzanie et le Kenya sont les qualifiés de la zone Afrique de l'Est. Dans la zone Afrique australe, les représentants sont l'Afrique du Sud et la Zambie. La République démocratique du Congo et le Congo défendront les couleurs de la zone Afrique centrale. Et enfin, dans la zone Afrique du Nord, on a le Maroc et l'Égypte. Après le désistement de l'Égypte en tant que pays hôte, l'Afrique du Sud semble être le choix privilégié pour prendre la relève de l'organisation. Toutefois, la Confédération africaine de football CAF n'a pas encore officialisé cette décision. La phase finale de la CAN masculine des moins de 20 ans de football est prévue du 19 février au 11 mars 2025. Pour rappel, le Sénégal est champion en titre. Toujours en football, les Aigles dames du Mali ont perdu hier samedi contre leur homologue du Botswana dans le mini-tournoi de préparation pour la CAN au Maroc. Oui, pour leur entrée en lice ce samedi 30 novembre 2024, l'équipe nationale dames de football du Mali s'est inclinée 1-0 face à celle du Botswana dans le mini-tournoi de préparation pour la CAN au Maroc. Les Botswanaises ont trouvé le chemin des filets à la 80e minute suite à une mauvaise sortie de la gardienne de but du Mali, Adoudou Konaté. Les Aigles dames du Mali tenteront de rectifier le tir face aux Lions de l'Atlas du Maroc mardi 3 décembre 2024 à la faveur de leur deuxième et dernière sortie dans ce mini-tournoi. Ce tournoi amical à 3 pays va servir de préparation aux 3 équipes participantes, toutes qualifiées pour la phase finale de la CAN féminine Maroc 2024 décalée en 2025. En Espagne, le FC Barcelone a célébré vendredi son 125e anniversaire. À cette occasion, les félicitations ont afflué de toutes parts. Parmi ces hommages, celui du Real Madrid a particulièrement attiré l'attention. Oui, à travers un post sobre et classe, le Real Madrid a écrit, je cite, « Félicitations pour votre 125e anniversaire FC Barcelone. C'est un honneur pour le Real Madrid de rivaliser avec un grand rival comme vous tout au long de notre histoire. » Fin de citation. Ce message partagé sur le réseau social X, anciennement Twitter, illustre la reconnaissance mutuelle et l'importance des confrontations entre les deux clubs. Depuis plus d'un siècle, le Real Madrid et le FC Barcelone ont forgé une rivalité sportive légendaire qui s'est exprimée sur la scène nationale et européenne. Alors, Las Palmas, hier samedi, Las Palmas quand même est allé rendre la fête un peu amère au FC Barcelone en allant battre les Catalans chez eux 2-1. Le Real Madrid joue tout à l'heure à 15h15 contre Getafe.
CAN féminine 2024 de handball pour terminer. La 4e journée des matchs de poule se joue ce dimanche. Oui, dans le groupe A, le Congo et le Cap-Vert jouent en ce moment. Le score est de 12-8 pour le Congo après 12 minutes de jeu. Tout à l'heure à 14h, l'Égypte affronte le Kenya. La dernière affiche du groupe A mettra aux prises à 16h le Sénégal et l'Algérie. Dans le groupe B, l'Ouganda et la Tunisie ont ouvert le bal de la 4e journée. La Tunisie s'est imposée 47-18 face à l'Ouganda. Le Cameroun reçoit l'Angola à 15h et la Guinée joue contre la République démocratique du Congo à 17h. Hier samedi, lors de la 3e journée dans le groupe B, les Léopards d'Armes de la République démocratique du Congo ont remporté une victoire importante, 25-23 contre la Tunisie. Cette victoire est la 2e en 3 sorties de la RD Congo dans cette 26e CAN féminine de handball qu'elle abrite. Toujours dans le groupe B, l'Angola a battu la Guinée par 35-22 et le Cameroun a dominé l'Ouganda 36-16. Dans le groupe A, le Sénégal a enregistré sa 3e victoire en autant de matchs et a infligé par la même occasion à l'Égypte sa première défaite dans le tournoi. Le score est de 31-24. Le Cap-Vert a pris le meilleur sur le Kenya 34-26. L'Algérie s'est inclinée 17-24 devant le Congo. Merci beaucoup, Famouri Dioté, pour toutes ces informations sportives. Et c'est ce qui met fin donc à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nous sommes navrés, nous étions censés être en ligne avec Monseigneur Jonas Dambélé, président de la conférence épiscopale du Mali, qui se trouve actuellement à Kita pour le 53e pèlerinage des chrétiens catholiques. Des conditions techniques ne nous ont pas permis donc d'entrer en contact avec Monseigneur Jonas Dambélé et toutes nos excuses pour cela. Merci, grand merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition avec à la mise en onde Alimata Ouattara, à la réalisation Lassina Keita, la coordination éditoriale, Bemba Sibi et Ousmane Dao. Retrouvez Rétro 7 juste après moi et à 19h30 la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de radio en notre compagnie. Bon dimanche.